Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 29 avril. Et pour comprendre comment tourne une planète finance, dont une partie a cessé de tourner lundi à cause d'une panne de courant, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique de cette chronique, ce sera péninsule ibérique, le blackout le plus étrange du XXIe siècle. Alors c'est assez calme sur les marchés financiers depuis hier, même pas de tendance décelable ce mardi. Ça va nous laisser un petit peu de temps pour nous consacrer donc à ce que j'évoquais dans le titre, c'est-à-dire le grand blackout qui a privé de courant à la fois l'Espagne, le Portugal, quelques zones dans le sud de la France, donc dans la région des Pyrénées. Un blackout, en fait, sans précédent. Oh, il y a bien eu des grandes pannes. On se souvient d'une grande panne à New York dans les années 80 qui avait donné lieu un an plus tard à un grand nombre de naissances. Là, en Espagne et au Portugal, c'est tombé en plein milieu de la journée. Donc les gens se sont retrouvés coincés dans le métro, dans le train en race campagne, peut-être plus anxiogène dans les ascenseurs. Et puis, tous les magasins se sont retrouvés privés de courant, donc les alarmes ne fonctionnaient plus, les caisses non plus. Donc, on a commencé à voir quelques scènes de pillage. En réalité, ce scénario du grand blackout, vous le retrouvez dans un roman de Barjavel des années 60 qui s'appelait Ravage, où justement l'auteur imaginait un scénario apocalyptique, parce que d'un seul coup, l'électricité disparaissait. Non, ce n'est pas seulement une panne d'un réseau, c'était la disparition de l'électricité. Et on voyait déjà dans les années 60 à quel point notre monde était dépendant. Bon, là, lundi, l'Espagne a découvert que rien, plus rien ne fonctionnait, ni le téléphone, ni bien sûr Internet. Ceux qui avaient l'intention de vendre des cryptos, il n'y avait plus moyen de le faire. Et pour opérer en bourse, pareil, vous ne pouviez plus passer un ordre par ordinateur. Il n'y avait plus d'électricité ni chez les brokers, ni chez les particuliers. Alors je vous disais que c'était un blackout étrange et surtout sans précédent qui touche deux pays, la totalité des deux pays, pas une région parce qu'il y a un transformateur en rideau ou parce qu'il y a une centrale que l'on déconnecte brutalement. Non, là, c'est la totalité du courant qui a été coupé. Au moment où c'est arrivé, 65% de l'électricité produite provenait des éoliennes parce que en Espagne, quand il y a du vent et qu'il fait beau, les énergies renouvelables, ça peut représenter jusqu'à 80% de la production. Ce qui signifie que le reste de la production, le gaz, le nucléaire, c'est epsilon. Et quand d'un seul coup, eh bien, une source d'énergie tombe en panne, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de source de remplacement. Mais bon, c'était pas le problème. C'est pas comme si on avait d'un seul coup arrêté les éoliennes et les bloqué en position off. Là, ça a été une avarie logicielle. Bon, comprenez qu'il s'agit probablement d'une cyberattaque. Et si c'était les Russes, on le saurait déjà, on leur aurait déjà collé ça sur le dos. Rappelez-vous que lors du sabotage de Nord Stream, au départ, c'est les Russes. Et puis, quand il est apparu que ce n'était pas les Russes, on a presque arrêté d'en parler. Et ensuite, les députés européens n'ont même pas voulu savoir ni creuser pour savoir où en était l'enquête. Donc là, maintenant, probablement que c'est pas les Russes. Alors on se demande qui peut en vouloir à l'Espagne et au Portugal, qui aurait des griefs au point de lancer une cyberattaque. Bon, on se souvient que l'Espagne et le Portugal se sont opportunément détachés du marché européen de l'électricité il y a déjà plus de 2 ans, ce qui leur a évité de voir flamber les factures d'électricité. Peut-être que quelqu'un en Europe en a gardé rancune, on ne sait pas, je ne vais pas faire du complotisme, mais vous mettez ça en regard des kits de survie, oui,
prenez de quoi tenir 2-3 jours en cas de problème. Bon, bah là, le problème, il est survenu. Parce que lundi, en Espagne, la plupart des magasins qui le pouvaient ont tiré le rideau. Mais c'est surtout qu'on ne pouvait plus acheter, par exemple, de boissons, de lait maternisé pour les enfants. On ne pouvait en fait plus faire ses courses. Et bah là, se constituer des réserves, d'un seul coup, on se dit, bah, à quoi ça sert? Eh bien là, on vient d'avoir l'exemple, comme on dit, grandeur nature. Mais bon, imaginez que l'Europe aurait lancé une cyberattaque contre l'Espagne et le Portugal. Pourquoi justement un 28 avril? Ça n'a pas grand sens. Il va donc falloir explorer d'autres pistes. Alors je vous disais en préambule que les marchés sont très calmes. Eh ben oui, voilà, Trump ne tweete plus rien. On se demande si d'un seul coup il a perdu l'inspiration ou si on lui a confisqué son smartphone ou si son ministre de l'économie, secrétaire d'État au Trésor, Scott Bessent, l'a attaché à son fauteuil avec du scotch de déménageur, ou est-ce qu'on l'a envoyé jouer au golf et on ne l'a pas prévenu qu'il y avait des affaires de la nation à mener. En tout cas, Trump, pour l'instant, laisse les marchés tranquilles. Mais les marchés se font peut-être quand même de grandes illusions en imaginant que, après ce silence, Trump va revenir sur sa stratégie d'application de droits de douane prohibitifs. Oui, parce que s'il fait ça, eh bien, ça veut dire qu'il renonce carrément à ce que les entreprises, les multinationales, relocalisent aux États-Unis. Si les tarifs douaniers ne sont pas assez dissuasifs, qui va rouvrir des usines aux États-Unis? Alors, ce qu'il va falloir regarder aussi dans les prochains jours, les prochaines semaines, quoi que dise Trump, c'est le dollar. Regardez le dollar qui s'enfonce à nouveau sous les 99. Là, je vous parle du dollar index. On est repassé au-delà des 114,20 sur l'euro-dollar. Donc, l'euro grimpe à 114,20, pas très loin de ses plus hauts de l'année. C'était 115. Et le yen également qui rebondit à près de 142. Il n'y a plus que 2 petits pourcents de marge de sécurité avant que le dollar s'enfonce sous la barre des 139. Autrement dit, même si Trump ne dit rien, il va falloir regarder simplement le Forex au cas où on observerait des cassures de support moyen-long terme sur le dollar. Cela signifiera que le grand reset monétaire est rentré dans une nouvelle phase. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.